Conan. Le phénix sur l'épée. Sache, ô prince, qu'entre l'époque qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et des villes étincelantes et celle de l'avènement des fils d'Arius, il y eut un âge insoupçonné au cours duquel des royaumes resplendissants s'étalaient à la surface du globe, tels des manteaux bleus sous les étoiles. La Némédie, la Britannie, l'Hyperborée, Zamora, avec ses femmes aux cheveux noirs et ses tours mystérieuses aux horreurs arachniennes, Zingara et sa chevalerie, Koch, qui jouxtait les prairies de Sem, la Stygie et ses tombes, protégées par les ombres, qui jouxtaient les prairies de Sem, la Stygie et ses tombes, on l'a dit, Lycanie, dont les cavaliers étaient vêtus d'acier, de soie et d'or. Mais le plus illustre des royaumes de ce monde était l'Aquilonie, dont la suprématie était incontestée dans l'Occident rêveur. C'est dans cette contrée que vint Conan. Le cimérien, cheveux noirs, regard sombre, épée au poing, un voleur, un pillard, un tueur, aux accès de mélancolie tout aussi démesurés que ses joies, pour fouler de ses sandales les trônes constellés de joyaux de la terre. Les chroniques némédiennes. Donc, première partie. Le silence inquiétant et l'obscurité spectrale qui précède l'aube régnaient sur les tours luisantes et les flèches enténébrées. Dans la pénombre d'une allée, perdue au sein d'un dédale de ruelles tortueuses et mystérieuses, 4 silhouettes masquées sortirent en hâte par une porte que venait d'ouvrir une main sombre. Muets, enveloppés dans leurs capes, les 4 individus s'éloignèrent prestement et silencieusement, comme des fantômes d'hommes assassinés, disparurent dans l'obscurité. En retrait, un personnage sinistre s'encadrait dans la porte entr'ouverte. Une paire d'yeux maléfiques luisait dans la pénombre. « Enfoncez-vous dans la nuit, créature de la nuit !» se moqua une voix. « Ô imbécile, votre destin funeste vous talonne comme un chien aveugle et vous ne le savez même pas. » L'homme, qui venait de prononcer ces mots, referma la porte et la verrouilla. Il fit demi-tour et remonta le long du couloir, bougeoir à la main. C'était un géant sombre, dont la peau sombre révélait le sang stygien. Il parvint dans une pièce où un homme, grand et mince, en velours élimé, était étendu tel un grand chat paresseux sur un divan de soie, sirotant du vin d'un imposant gobelet d'or. « Eh bien, Ascalante, dit le Stygien en posant la bougie, tes dupes se sont enfoncés dans les rues comme autant de rats hors de leur tanière. Tu travailles avec de bien étranges outils. » « Des outils, retorqua Ascalante. Mais voyons, ce sont eux qui me considèrent comme un outil. Cela fait des mois depuis ce jour où le quatuor rebelle m'a rappelé du désert méridional que je vis au cœur de mes ennemis, passant mes journées cachées dans cette maison isolée et mes nuits à rôder dans des ruelles obscures et des couloirs plus sombres encore. Et j'ai accompli
ce que ces nobles félons avaient été incapables de faire. Travaillant à travers eux, et à travers d'autres agents, dont beaucoup n'ont jamais vu mon visage, j'ai semé le trouble et la sédition dans tout l'Empire. En clair, œuvrant dans l'ombre, j'ai préparé la chute du roi, qui trône en pleine lumière. Père Mitra, j'étais homme d'État avant de me retrouver hors la loi. Et ces dupes, qui se croient tes maîtres, ils continueront à être persuadés que je les sers, jusqu'à ce que l'affaire qui nous occupe à présent soit accomplie. Qui sont-ils pour pouvoir prétendre rivaliser d'intelligence avec Ascalante, Volmana, le nain, comte de Caravane, Grommel, le géant, commandant de la Légion Noire, Dion, le Gras, baron d'Atalus, Rinaldo, le ménestrel et Cervelé. Je suis la force qui a soudé l'acier, qui est en eux, et grâce à l'argile, dont ils sont aussi pétris, je les broierai lorsque le moment sera venu. Mais tout cela est pour plus tard, car ce soir, le roi meurt. Mais il y a plusieurs jours de cela, j'ai vu les escadrons impériaux quitter la ville, dit le Stygien. Ils chevauchaient vers la frontière assaillie par les Pictes sauvages. Cela grâce aux accords, aux alcools forts que j'ai fait passer en contrebande de l'autre côté de la frontière pour les rendre fous. La grande fortune personnelle de Dion a rendu cela possible. Quant à Volmana, il m'a permis d'écarter les troupes impériales qui étaient restées dans la ville. Il a de la famille à la cour némédienne. Il a donc été facile de persuader le roi Nouma de requérir la présence de Troquero, comte de Poitin, sénéchal d'Aquilonie. Bien entendu, pour faire honneur au roi, il sera accompagné d'une escorte impériale, ainsi que de ses propres troupes, et de Prospero, le bras droit du roi Conan. Il ne reste donc en ville que la garde personnelle du roi et la Légion Noire. Par l'intermédiaire de Grommel, j'ai soudé un officier un peu trop dépensier de la garde royale. À minuit, il éloignera ses hommes de la porte du roi. À ce moment, avec 16 de mes hommes les plus résolus, nous pénétrerons dans le palais par un tunnel secret. Une fois notre mission accomplie, la Légion Noire de Grommel suffira pour tenir la cité et la couronne, et ce, même si le peuple décide de ne pas nous acclamer. Oui, et Dion pense que cette couronne lui reviendra? En effet, ce gros crétin le revendique en raison de ses bribes de sang royal. Conan commet une grave erreur en laissant la vie des hommes qui se targuent de descendre de l'ancienne dynastie à laquelle il a arraché la couronne d'Aquilonie. Volmana souhaite retrouver la faveur royale dont elle jouissait sous l'Ancien Régime, de façon à sortir ces terres de la pauvreté et leur redonner leur grandeur d'antan. Comme elle déteste Palantide, le commandant des dragons noirs, avec tout son entêtement de bossonien, il vise à obtenir le commandement de l'armée tout entière. Rinaldo est le seul d'entre nous à ne pas avoir d'ambition personnelle. Il ne voit en Conan qu'un barbare, aux mains ensanglantées et aux mœurs primitives, venu du Nord pour mettre à sac un pays civilisé. Il idéalise le roi que Conan a tué pour s'emparer de la couronne. Il ne se souvient que des rares fois où celui-ci protégeait les arts et oublie toutes les noirceurs de son règne. Et grâce à lui, le peuple oublie. Déjà, on chante ouvertement la complainte pour le roi, dans laquelle Rinaldo encense le scélérat élevé au rang de saint et traite Conan de sauvage au cœur noir, venu des abîmes. Conan rit, mais le peuple gronde. Mais pourquoi déteste-t-il Conan? Les poètes détestent toujours ceux qui sont au pouvoir. Pour eux, la perfection est toujours juste au dernier tournant ou au prochain. Ils fuient le présent en rêvant au passé et au futur. Rinaldo est un flambeau d'idéalisme, s'élevant, du moins en est-il
persuadé, pour renverser un tyran et libérer le peuple. Quant à moi, eh bien, il y a quelques mois, j'avais perdu toute ambition et allais me contenter de piller des caravanes pour le restant de mes jours. Mais aujourd'hui, de vieux rêves s'agitent de nouveau. Conan mourra, Dion montera sur le trône, ensuite, lui aussi mourra à son tour. Un par un, tous ceux qui s'opposent à moi mourront, par le feu, par l'acier ou par ces vins empoisonnés que tu sais si bien préparer. Ascalante, roi d'Aquilonie. Cela sonne bien, tu ne trouves pas? Le Stygien haussa ses larges épaules. Il y eut un temps, dit-il, avec une amertume non dissimulée, où moi aussi j'avais mes ambitions, à côté desquelles les tiennes semblent périles et vulgaires. À quoi suis-je donc réduit? Mes pères et rivaux de jadis n'en croiraient pas leurs yeux s'ils voyaient Totamon de l'anneau, devenu l'esclave d'un étranger, un hors-la-loi par-dessus le marché, travaillant aux ambitions mesquines de baron et de roi. Oh, dit Escalante, tu faisais confiance à la magie et aux incantations. Je ne me fie qu'à mon intelligence et à mon épée. L'intelligence et l'épée sont autant de fétus de paille face à la sagesse des ténèbres, grogna le Stygien. Ses yeux sombres traversaient d'éclairs menaçants. Si je n'avais pas perdu l'anneau, nos positions seraient sans doute inversées. Il n'empêche, répondit imperturbablement le hors-la-loi, que tu portes les marques de mon fouet sur mon dos, et il est probable que tu continues à les porter. N'en sois pas si sûr, dit-il. La haine démoniaque du Stygien embrassa un instant son regard. Un jour, d'une manière ou d'une autre, je retrouverai l'anneau, et alors, par les crocs de Seth, tu périras. Le bouillant aquilonien se leva d'un bond et le frappa sauvagement en travers du visage. Tot recula en chancelant, du sang jaillissant de ses lèvres. Tu dépasses les bornes, chien, grogna alors la loi. Prends garde, je suis toujours ton maître, celui qui connaît ton noir secret. Va donc sur les toits, cria qu'Ascalante est en ville et qu'il complote contre le roi. Vas-y, si tu l'oses. Je n'ose pas, marmonna le Stygien, essuyant son sang sur la bouche. Car si je viens à mourir par ta main ou d'une quelconque traîtrise, un prêtre ermite dans le désert en sera informé et il brisera alors le sceau du manuscrit que j'ai laissé entre ses mains. Une fois qu'il aura pris connaissance, il suffira d'un mot murmuré en Stygie pour qu'un vent monte du sud en rampant à l'heure de minuit, et où tu iras te cacher à ce moment-là, Totamon. L'esclave frémit, et son visage sombre prit une teinte cendrée. Fin de la première partie.